Hey, bienvenue tout le monde, c'est la première de Coup de canon. Vous voyez la personne qui va m'accompagner dans cette aventure-là, qui est JP Roy. En fait, ça va être lui la vedette du show, pas plus compliqué que ça. On va jaser dans ce podcast-là de beaucoup de trucs reliés au baseball. Évidemment, on va mettre beaucoup l'emphase sur la région de Québec au niveau baseball, sur les capitales de Québec également. On va poser beaucoup de questions là-dessus à JP. Évidemment, on va parler des lignes majeures, c'est sûr. Inquiétez-vous pas, il y a le beau crunchy, il y a toutes sortes de questions à poser, surtout avec le début d'année qui est carrément l'enfer au niveau des majors, ça va être dur de ne pas en parler. On a des athlètes aussi de la région qui sont en train de cogner à la porte du show. On peut penser à Édouard Julien, à JC Masson, Nicolas Deschamps, des anciens canonniers avec JP. Mais aujourd'hui, le but du podcast est relativement simple, c'est vous faire connaître la personne qui va être centrale dans ce podcast-là, qui est Jean-Philippe Roy. JP, dans la région de Québec, les gens te connaissent beaucoup au niveau du baseball. C'est relié évidemment aux canonniers, mais c'est pas juste relié aux canonniers également. Ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est vraiment faire un peu le tour de ta carrière baseball. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené à être dans la position que tu as aujourd'hui, à la création des canonniers, et ainsi de suite. Donc, évidemment, la carrière baseball commence au niveau joueur dans ton cas. Je pense que tu as commencé à faire ta marque un peu au niveau des Diamants de Québec. Mais est-ce qu'il y a même des événements marquants avant l'arrivée avec les Diamants que tu aimerais souligner ou tu aimerais discuter? Alors, tout d'abord, salut tout le monde, puis salutations à toi, Yann. Beau show qui commence ensemble. Écoute, à la base, je suis un gars de la région de Québec. Je viens de Cap-Rouge. Maintenant, j'habite à Sénéca, mais je viens de Cap-Rouge. Donc, j'ai joué mon baseball mineur dans la région de Québec jusqu'à toute ma carrière. La bonne nouvelle pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que j'ai jamais été un joueur d'élite dans mon baseball mineur, un gars de A une année, un gars de 2A l'autre année. Donc, ça, c'est stimulant. Puis à chaque jour, surtout à ce temps-ci de l'année, au mois de mars, hein, quand il y a les évaluations, j'en parle beaucoup des évaluations puis des exemples de joueurs qui n'ont pas fait le 2A, puis n'ont pas fait le 3, puis qui sont ramassés à un certain niveau de baseball. Ça pour dire que après ma saison Bantam 2A, évidemment, à ce moment-là, c'est le Midget 3 qui commence. Puis, je ne suis pas invité au camp du Midget 3. Puis, OK. il n'y a aucun joueur de mon territoire, qui est le territoire à ce moment-là, on va dire, de Norrois actuellement. Ça ne fait pas de même à l'époque. Puis là, les gens de Norrois disaient, hey, là, il faudrait peut-être qu'il y ait une couple de joueurs de notre territoire qui soient invités, au moins leur donner une chance. Puis Parce qu'on effectivement, prenait des joueurs en dehors du territoire à ce moment-là, au autrement fait, dit? le Midget 3, il y avait juste une équipe à l'époque. C'était la grande région de Québec. L'équipe OK. était basée à Charlebourg, mais c'était une équipe régionale. Il n'y avait juste pas de joueurs invités au camp. On n'avait pas fait les équipes régionales l'année d'avant. Une saison normale dans le Le Bantam nom de sans l'équipe à plus. cette époque-là, c'était quoi? C'était les Condors de Charlebourg, les Capitales de Charlebourg. Les capitales Les de Charlebourg, Capitales de OK. Charlebourg, commanditées par la compagnie La Capitale Assurance. On jouait à Charlebourg au Parc Henri Cazot. Puis pendant plusieurs années, il y a juste eu une équipe. Puis c'est juste depuis peut-être une dizaine d'années, là, avec la force de notre région, qu'on est rendu à deux équipes Midget 3. Donc, ça pour dire que Norrois a gain de cause un peu, puis invite deux, trois joueurs de notre territoire. Puis finalement, on fait l'équipe. On est deux joueurs qui font l'équipe, moi et Eric Mimo. On fait l'équipe du Midget 3, puis ça a commencé un petit peu plus là. J'ai fait évidemment Midget 3. Après ça, cette année-là, j'ai fait l'équipe du Québec, Midget. L'équipe du Québec, Midget, ça, c'est une chance unique. L'équipe qui représentait le Québec allait aussi au championnat canadien, mais aussi au championnat panaméricain, Oh! représenter le Canada à un tournoi panaméricain à Chicago. Donc, passer quand même du petit gars qui n'est pas invité au camp Midget 3 à faire un tournoi international. Là. Puis, le but, c'est pas de me vanter, mais c'est juste je trouve que le parcours est intéressant. Même à ce tournoi-là international, j'ai été élu sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Donc, c'est quand même intéressant. J'avais mangé une balle dans la face, Ouf! comme on dit à ce moment-là, entre deux manches. Je venais de voir un beau traitement de broche, puis paf, dans la bouche. Quand tu viens de faire 2 ans de broche à 14-15 ans, t'en veux plus en avoir. Fait que, bref, On en rit aujourd'hui, mais c'est vraiment pas le fun. non, c'est pas le fun. Là, en plus, aux États-Unis, avec la face. L'article du journal, c'était Roy revient comblé et la babine enflée. Donc, c'est mieux la babine que la tête, là, mais bon, bref, c'était la babine, la babine enflée pas mal. Alors, puis suite à ça, après ça, je l'ai fait ma première année junior. C'est la dernière année des Patriotes de Sainte-Foy dans le baseball junior. Donc, pour comprendre pour les gens, là, les Diamants de Québec,
sont nés de la fusion des Patriotes de Sainte-Foy et des Ambassadeurs de Lévis. Avant, il y avait 3 clubs juniors, Charlebourg, Lévis, Sainte-Foy. OK. Lévis et Sainte-Foy ont fusionné pour faire les Diamants de Québec. Et on connaît la suite. Les Diamants sont encore là depuis tout près d'une trentaine d'années. Je trouve ça intéressant, tu sais, je suis un gars du bas du fleuve, moi, fait que Oui, toutes ces affaires-là, ça m'est totalement inconnu, là. Je veux dire, oui, moi, dans le petit cul de chez nous, où est-ce qu'il y avait juste du A, du B, pas de 2A, je me disais, ben franchement, tu me comptes ces affaires-là, puis écoute, oui, même Jet 3, il n'y en avait pas dans le bas du fleuve. Moi, oui, l'équipe suprême chez nous, c'était le Senior 2B, les Braves de oui, Cabano, là. Tu sais, oui, on était oui. pas Hey, ça vraiment l'a encore, Internet. par exemple. Ça l'a encore, la grosse équipe. Ouais, je joue encore là-dedans, imagine-toi. Oui, c'est ça. Mais non, c'est vraiment le fun parce que ça me permet de comprendre mieux l'historique de la région de Québec en termes de Oui, baseball. Tu sais, tu me parles des Condors de Charlebourg, c'est une équipe que je connaissais même pas, là. oui, oui. Écoute, fait que c'est ce qui t'a amené à jouer avec les Diamants de Québec. Je pense que tu as eu vraiment des bons moments là quand même parce que veux pas, on a retiré ton numéro il y a quelques Oui, années. Un événement qui est quand même assez intéressant. Il y a 3 numéros de retirés normalement pour oui, les Diamants de Québec. oui. Comment tu as trouvé ton stage junior, justement, l'expérience? Incroyable, incroyable. La première année des Diamants était quand même spéciale parce que c'était une fusion, là. Tu te ramassais avec les joueurs de Sainte-Foy, les joueurs de Lévis. Tout le monde était gentil, c'était pas ça, mais quand même un paquet de bons joueurs. Fait que là, le temps de jeu était difficile pour les entraîneurs à, à- à dispatcher, comment on dit, excuse le terme. Mais ça a été incroyable. Puis les premières années, il n'y avait pas les capitales, hein. Je m'appelais toujours à dire que le succès des Diamants les premières années, que je parlerai tantôt, a amené des gens d'affaires puis un maniaque de baseball à dire hey, s'il y a 3500 personnes à un match Québec-Charlebourg du baseball junior, pourquoi il n'y aurait pas ce nombre de spectateurs-là à une équipe pro? Ouais. Donc, le stade était une semaine d'être démoli quasiment. Là, les clôtures étaient tout croches. On se rappelle là, qu'il y avait des gens, dont André Arthur, qui avaient refait peinturer la clôture, puis il avait mis un peu de pression pour pas que la Ville de Québec démolisse le stade Canac actuellement. Puis bon, la Ville avait mis un petit peu d'argent, renippé le stade, là, un petit peu l'avant-champ, puis des clôtures, mais tu sais, je ne vous ferai pas de cachette que nos premières pratiques, là, on a trouvé quelques rats dans les corridors puis dans les vestiaires. Le terrain était correct, mais on voyait qu'il y avait de l'historique. Là, on connaît l'historique du stade de Canac actuellement. Puis tout ça pour dire que ça a été un succès instantané. 2 bonnes équipes, 2 bons entraîneurs colorés. Les médias suivaient ça là, comme c'était au quotidien, comme un peu, exemple, les remparts actuellement. Les entrevues d'avant-match, d'après-match à la radio. Donc, Faut pendant dire aussi, quelques dans années. ces années-là, si je ne me trompe pas, le baseball n'avait pas commencé son déclin du départ des expos qu'on avait vécu. Exact. Les expos étaient Exact. encore là, donc, veux pas, il y avait une forme de lancée. En fait, je suis un petit peu plus jeune que toi, j'ai 38 ans, Oui. et j'étais dans les dernières années où est-ce que le baseball était populaire Oui. réellement dans toutes les régions du Québec. Oui. On sait ce qui est arrivé un peu avec le départ des expos. Là. Il y a eu vraiment un creux de vague incroyable qui, heureusement, dans la région de Québec, a été compensé beaucoup par les capitales de Québec. Oui. Puis je pense que c'est ce qui amène aussi le dynamisme qu'on voit aujourd'hui. Mais à cette époque-là, dans les Diamants, tu étais vraiment dans la période très effervescente du baseball. Oui. Puis quand on fauche les terrains de baseball ces temps-ci, on connaît toutes sortes de personnes qui ont à peu près ton âge, qui ont été extrêmement impliqués au niveau du baseball quand ils étaient jeunes. Puis aujourd'hui, c'est des papas. Là. Oui. Puis on a l'impression qu'une partie de la raison pourquoi le baseball revit présentement, c'est en fonction de ces gens-là qui ont ton âge, qui maintenant ont des enfants Oui. de 10, 12, 15 ans, qui sont en train de redonner vie au baseball dans la région de Québec. Ça, tu as raison parce que tu as bien beau avoir la meilleure fédération de baseball au monde, la fédération provinciale, régionale. Le sport amateur est toujours dépendant de ses bénévoles. Donc, le baseball mineur de Lévis, le baseball mineur de Beauport, peu importe, c'est un comité de bénévoles qui fait rouler ça. Qui va être sur le terrain, donner de l'impact et de la passion à ces jeunes-là, c'était des entraîneurs bénévoles papa. Mais tu as raison de dire que ce groupe d'âge-là, disons de 40, 50 ans, qu'on a des enfants, mais eux autres, présentement, sont en train de coacher. Puis même s'ils ne sont pas à jour, c'est pas grave. Au moins, ils donnent une certaine passion, une certaine connaissance. Puis là, le jeune évolue, puis il veut continuer l'année d'après. Puis là, ben, ça fait de fil en aiguille tout ce qui arrive. Exact. Ensuite de ça, après ton stage junior,
qu'est-ce qui arrive à ton niveau au niveau baseball? J'ai vaguement lu, puis Oui, autant que je te connais bien, que je me rends compte que je te connais pas super bien dans cette époque-là de ta vie. oui. Je pense que tu as été un peu dans le recrutement, tu as C'est ça. été... Écoute, juste avant de finir, de commencer la carrière d'après-joueur, là, à travers mon passage junior, euh, j'ai été à l'ABC. L'ABC, qui est l'Académie de baseball du Canada, qui est un programme, on va dire, actuellement, un programme des meilleurs joueurs collégiales, soit en R5 collégial, ils OK. forment une 40-50 joueurs. Mais à l'époque, c'était vraiment plus vieux, puis c'était un programme seulement d'entraînement hivernal. Donc, je suis allé, ça, c'était durant mon parcours C'est-tu ce qui universitaire. s'appelait les Ailes du Québec pendant un temps Les aussi? Ailes du Québec ont été l'été, effectivement, mais ça, c'était l'équipe 17 ans et moins. Mais OK. il y avait un programme à peu près 21 ans et moins. C'était vraiment un programme pour amener les joueurs vers les professionnels et l'université américaine. Mais à ce moment-là, le baseball se développait plus tard. Donc, c'était plus une clientèle 19-21 ans. OK. Maintenant, c'est une clientèle 16-18 ans. Là. Donc, bon. Mais bref, à l'époque, moi, à ce moment-là, j'avais commencé l'université ici. Puis, j'ai fait 2 sessions l'hiver à l'ABC à Montréal m'entraîner. Donc, ça m'a permis de mettre un petit peu meilleur vers la fin de mon stage junior. Je rêvais d'aller dans les universités américaines. À ce moment-là, il n'y avait pas de contact. Par moi-même, je m'étais trouvé un endroit, pas de bourse, rien. Pas Puis, d'Internet. ouais, c'est ça quasiment. Puis c'est vrai que j'écrivais des lettres. Je me rappellerai toujours, j'écrivais des lettres à ma famille, à ma parenté. Des lettres, j'envoyais ça. On était loin du email, là, mais bon, bref. Euh, puis, je suis allé là une session en espérant peut-être poursuivre, d'avoir une bourse. Je n'étais vraiment pas assez bon à ce moment-là où le timing n'avait pas été bon. Donc, je n'ai pas eu d'autres bourses. Je suis revenu compléter mes affaires ici. Puis, pour répondre à ta question, après les diamants, bien évidemment, les capitales sont nés un an avant la fin de ma carrière junior. Donc, moi, personnellement, ça m'a créé un rêve puis un objectif qui était élevé. Évidemment, là, les capitales, ça reste fort là, pour un joueur qui joue juste du baseball junior dans la région de Québec, 3 mois et demi par année. Là. Maintenant, c'est différent. Les gars, ils viennent du professionnel. Les gars ont joué dans les universités américaines, sont habitués de jouer 12 mois par année. Donc, c'est pas la même préparation. Mais tout ça pour dire que j'avais espoir. Moi, je vais me présenter au capital. Euh, OK. dans ma vie, j'étais à la bonne place, j'étais à l'université, j'habitais chez mes parents, je n'avais pas besoin d'avoir de gros sous. Donc, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Un gars que tu connais bien, qui était à ce moment-là le réserviste, avant, moi j'étais un avant-champ, qui était milieu d'avant-champ réserviste, c'était Julien Lépine, qui a OK. joué dans le Bas-Saint-Laurent quelques années, qui habite encore là d'ailleurs, puis qui était un très bon joueur dans mes années. Il avait joué la première année des Capitales, il avait réserviste partant, réserviste partant. L'année 2, évidemment, il signe des gros joueurs américains, donc lui, il est le réserviste. Fait que moi, je m'en allais nulle part. Là. Moi, Julien Lépine, là, c'est le premier joueur de baseball que j'ai vu quand j'étais TQ qui m'a vraiment impressionné. Ouais. Parce que la Ligue du bas du fleuve allait chercher quelques joueurs à l'extérieur de la région pour les faire venir. Ils payaient les joueurs. Il Ouais. y a des gens qu'on connaît bien, Ouais. là, des Joey Alvin Huard, des Patrice Ouais. Plante, des gars comme ça. Ouais. C'est des gars qui étaient impressionnants. Mais quand j'ai vu Julien Lépine débarquer dans le bas du fleuve à l'époque avec 3 pistoles, ce gars-là me faisait capoter. Ouais. C'était un joueur de baseball comme j'avais jamais vu dans notre coin. Là. Ça a l'air niaiseux parce que dans la région de Québec, les gens disent ben là, il y a eu des bons joueurs de baseball ici, mais quand tu étais dans le Bas-Saint-Laurent, c'est pas quelque chose que tu Ouais. voyais tous les jours, honnêtement, des gars comme lui. Puis tu voyais vraiment un grand talent chez ces Mais joueurs-là. sache qu'il était impressionnant dans la région de Québec, même s'il y avait d'autres, vraiment plus de bons joueurs alentour que dans ton temps, mais il te lançait, là, il y avait vraiment une flèche là, en ligne droite au premier but de l'arrêt court. Il était vite, il était agile. Donc, c'était tout un joueur, puis c'était un gentil garçon aussi, Julien. Fait que tout ça pour dire que l'année 2, je me présente au Canada Capital en se disant j'ai aucune chance, mais c'est quoi, je vais y aller parce que si je ne vais pas, je vais le regretter. Puis je vais dire ah non, c'est bien, j'aurais pu jouer dans les capitales, mais oh, je ne suis pas allé. Puis c'est bon. Oh, ouais. Donc, je me présente au camp. C'est difficile parce que là, à ce moment-là, là, je sais qu'on est loin, là, puis on est rendu vieux, ça a l'air, mais nous, dans le baseball junior, on joue bâton d'aluminium. Ben oui. Puis dans les capitales, c'est bâton de bois. Fait que là, tu as un gars comme moi qui n'a jamais joué bâton de bois, qui se présente à un niveau 3 coches plus élevé que le mien. Fait que c'était quand même de l'adaptation. Là, fait que j'ai cassé quelques bâtons les premières, les premières confrontations. Mais en tout cas, de fil en aiguille, je m'en sors quand même pas si pire malgré tout. Puis l'arrêt court partant des capitales se blesse ou n'est pas capable de commencer les premiers 15 jours de la saison. Donc, Julien se ramasse à l'arrêt court partant et on m'offre de commencer la saison. Je me doute que ça ne sera pas pour longtemps, mais à ce moment-là, j'étais tellement fier de signer un contrat professionnel puis d'être payé, pas des gros sous, on s'entend, mais d'être payé pour jouer au baseball puis de vivre cette expérience-là. Puis, moi, écoute, j'ai pas bien de fait marquant parce que j'étais réserviste, mais
le premier double jeu québécois professionnel de l'histoire. C'est justement moi et Julien Lépine qui l'a eu. Parce qu'il l'a eu, là, il l'a eu il n'y a pas longtemps avec Otto Lopez, Édouard Julien à la Classique mondiale, mais Oui. ça m'a rappelé des souvenirs que le match d'ouverture devant 4000 personnes, j'avais été frappeur suppléant pour le deuxième but. Puis je m'étais ramassé en fin de match. Là, on avait fait un double jeu, moi et Julien, 6-4-3, donc c'était quand même intéressant. Fait que ça, c'est un petit parcours, mais ça m'a quand même amené à une vision professionnelle, certains conseils de coach, certaines façons de fonctionner. Puis l'histoire est belle. Dans le fond, des fois, on dit souvent, il n'arrive jamais rien pour rien. Quelques jours après que là, le joueur Areco partant revienne, puis donc c'est moi qui saute, Baseball Québec décide de vouloir implanter un programme sport-études dans la région de Québec. Puis il y a des entrevues faites, je te dis, quelques jours après ces événements-là. Peut-être que si j'étais encore au capital puis que j'étais dans une semaine à l'étranger, ben, ma vie n'est pas pareille. Hein? Fait que ça fait bien les Fait choses. autrement dit, tu as été le premier employé du sport-études Oui, de la région de Québec, mais c'est pas nécessairement toi qui as créé le projet. C'est vraiment un projet de Baseball Québec qui a été créé de leur oui, côté. c'est ça, exactement. Baseball Québec, dans le fond, eux autres là, il y avait le seul programme qu'il y avait, c'était à Montréal. C'est pas vrai, il y avait Trois-Rivières aussi qui avait un an d'existence. Puis Baseball Québec voulait ouvrir ses tentacules un peu partout. Évidemment, la région de Québec étant une grosse région, était la prochaine sur la liste. Donc, on dit, on part de quoi, mais il y avait rien. Il faut trouver un mandataire, puis après ça, le mandataire trouvera une école, puis trouvera un gymnase, puis il n'y avait pas grand-chose. Donc, puis ça, on parle de mois de juillet. Là. Maintenant, là, les jeunes de sixième année sont acceptés au mois de septembre, 11 mois avant la rentrée scolaire. Là. Donc, un mois et demi à peu près avant la rentrée scolaire. Félicitations, Roi. Tu as le programme. T'as pas d'école, t'as pas de gymnase, t'as pas de jeunes, t'as pas d'argent. OK, bon, c'était un peu ça, mais c'était stimulant. Puis ça prenait quasiment un jeune comme moi à 23 ans qui habitait chez ses parents encore, donc pour partir ça, parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de gros sous puis de vivre à payer la nourriture pour ses enfants, ça n'aurait pas pu marcher. Donc, évidemment, on est parti à rien avec 12-13 jeunes. Puis là, après ça, on a monté de fil en aiguille le programme. Puis on s'associe à une première école qui est l'école Cardinal-Roy. Après ça, on s'associe à 4 autres écoles à travers les 23 dernières années. Ça fait 23 ans de sport-études cette année. Crime, j'avais pas réalisé que tu étais aussi jeune quand tu avais démarré ça. Puis c'est fou parce que là, tu parles de 12-13 joueurs qui participent à la première édition du programme Sport-Études. Est-ce que ça s'appelait les canonniers à ce moment-là déjà? Non. Non, non. Évidemment, on était juste associé à l'école Cardinal-Roy, donc on s'appelait Sport-Études Baseball Cardinal-Roy. OK. Quelques années plus tard, on s'associait à l'école Pointe-Lévis. Donc, une école sur la Rive-Nord, une école sur la Rive-Sud. Les deux écoles quasiment étaient partenaires. Donc, on s'appelle le programme CRPL pour Cardinal-Roy Pointe-Lévis. Mais là, à un moment donné, OK, là, on se rend compte qu'il y a d'autres écoles sport-études. Là, on a l'Est de Québec, on a l'Ouest, on a le Sud, là, on est peut-être l'Ouest, puis complètement à l'Est, à l'extrémité. Donc, on s'associe à d'autres écoles, mais là, maintenant, on ne fera pas le programme sport-études CRPL, SSF. À un moment donné, ça n'aurait pas marché. Ça aurait été une journée pas d'alphabet, mais de Scrabble, c'est ça. Donc, on essaie de trouver un nom uniforme, Rive-Nord, Rive-Sud, avec un petit lien baseball, coup de canon, c'est un coup de canon. Les canons de l'histoire un peu de la ville de Québec et de la Rive-Sud, dans le temps de la guerre, puis tu sais qu'il y a des gros canons là, Ouais. sur le bord du fleuve des deux côtés. Fait qu'il y avait un petit côté historique, un petit côté symbolique, un nom baseball, donc les canonniers. On regarde un peu dans la province, il y a déjà une équipe qui s'est déjà appelée Canonniers à l'époque, mais il semble avoir personne à ce moment-là. Donc, on choisit le nom canonnier, puis on choisit une couleur que personne n'a à l'époque, qui est le bleu poudre, qu'on voulait vraiment ressortir un petit peu. Là, maintenant, le bleu poudre est revenu populaire. Je dirais pas que c'est de notre faute, pas ça que je veux dire, mais bref, c'est un petit peu ça là, dans la suite. Ah, c'est vraiment cool. Puis le programme de sport-études, il a tellement pris de l'ampleur. Tu sais, je veux dire, tu disais que tu avais 12-13 jeunes la première année, mais là, tu as facilement quasiment plus que 12-13 entraîneurs, carrément. Voilà, c'est ça. On parle de quoi, 300 jeunes, je pense, cette année que vous avez de votre On est, côté? on est tout près de 300 jeunes, effectivement. Là, on a évidemment une branche collégiale. Donc, on a tout près de 250 jeunes au secondaire, une quarantaine au collégial. Puis, bon, évidemment, l'arrivée du Dôme a tout changé. Là. Les premières années, là, en 99-2000, on est au Patro Gamado dans un gymnase. On a une cage de frappeurs qu'il faut, à chaque jour, la plier,
La remontée, écoute, c'est une histoire épouvantable, mais c'était correct à ce moment-là. Juste d'avoir une cage de frappeur dans un gymnase, c'était quasiment un exploit à ce moment-là. On va au PEPS Université Laval faire un peu de muscu, puis là, des fois, on a des gymnases, des fois, on n'en a pas. Puis quand je repense à ça, je me dis, boy, comment que les parents ont fait pour endurer ça en 2023? C'est une journée qui arrive de même. C'est sûr que c'est vite appel le parent qui dit que c'est ça, cette pratique-là, mais probablement qu'il y avait moins peut-être de pression à ce moment-là, puis on partait. Mais puis là, après ça, on est allé, je ne sais pas si c'est déjà allé, Yann, à Expo Cité. Oui. On était 3 organisations. C'est là que j'ai créé un lien avec Michel Laplante. Michel était évidemment au Capital, avait démarré l'Académie des Capitales, se cherchait un endroit, fait qu'il est venu nous voir, disait, hey, on va aller au Patro au Camado, mais lui aussi voulait expansionner l'Académie des Capitales. Il y avait une gang de tir à l'arc, je ne me rappelle plus du lien, là, pourquoi. Puis là, on était allé voir Expo Québec. Expo Québec, il y avait 2 entrepôts qui étaient pour l'Expo Québec à ce moment-là. Il y avait des bovins, 2, 3 semaines par année, C'est il y vrai, avait les oui. animaux là. Les autres, 11 mois par année, par exemple, on le sentait encore juste pour 3 semaines. Mais 2 grandes bâtisses quand même, puis tu sais, vieilles, donc en même temps, ils se reçoivent une coupe de balles à gauche, pas à droite, c'est moins grave. Expo Québec a embarqué dans le projet. Je dis, ben oui, Expo Cité, excuse, a embarqué dans le projet. Dis, hey, on va vous nipper ça un peu, on va mettre un peu d'isolation, on va remettre la dalle de béton un peu plus Il n'y droite. avait Puis, pas une rumeur, j'avais entendu dire, un tapis du stade olympique ouais, là-dedans aussi, quelque chose de même? exactement, c'est ça. Puis là, nous, OK, là maintenant, on met quoi comme surface? On s'est associé à une organisation qui font des ligues de soccer, d'adultes et de frisbee. Donc là, on avait acheté l'ancien synthétique des expos pour avoir les 2 grandes surfaces. C'était raide pour les genoux, ça. Hein? Si des fois, les petits jeunes, des fois, on voit qu'ils ont des petites brûlures, là, mais c'était raide, t'as pas idée. Puis, donc, on a été là quelques années. Puis, comme je te dis, la beauté de ça, c'est que c'était quand même relativement vieux. Donc, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Expo Cité a toujours été incroyable. Parallèlement à ça, ils ont bâti un édifice de 2 étages pour leur bureau administratif à eux autres, collé sur nos 2 bâtisses. Puis, nous, en même temps, là, on pouvait passer là, on avait des bureaux, on avait une petite salle de musculation. Donc, honnêtement, à ce moment-là, c'était la plus belle place au Québec. Puis, tu sais, quand tu reviens en arrière, tu te casses comme métier, c'était super. Puis, encore une fois, la vie a bien fait les choses. Pendant plusieurs années, là, je parle d'installation, pour revenir en arrière sur sport études, mais ça faisait quand même quelques années qu'avec Michel, on travaillait sur un projet de synthétique au stade municipal, qui s'appelle maintenant Stade Canac. Mais c'était compliqué un petit peu. Comment que ça va être perçu? Pourquoi offrir un synthétique pour les capitales? Pourquoi la ville paierait pour une équipe professionnelle? Oui, mais ça ne sera pas les capitales. Moi, tu sais, ça va être le baseball mineur. C'était un petit peu complexe. Puis c'était un petit peu. Puis à ce moment-là, le baseball était moins populaire aussi. Il Oui. commençait à remonter. Fait que, tu sais, que justifier ça, c'est pas évident. Puis, à une semaine de la rentrée scolaire, il y a 6-7 ans, euh, il y a 7-8 ans plutôt, une des 2 bâtisses Expo Québec qui était vieille, comme je te disais tantôt, on se fait avertir, cette bâtisse-là est fermée, on la démolit dans quelques mois, la Ouf. qualité d'air est vraiment pas assez bonne, et on vous annonce tout de suite que l'autre à côté, c'est une question de temps avant que ça arrive. Fait que là, à ce moment-là, on avait moins de jeunes, mais tu as 150 jeunes, on fait quoi avec eux autres? Fait que là, qu'est-ce que c'est ça? En quelques heures, jours, on revire ça de bord, on amène l'idée du dôme au stade Canac avec le synthétique. Fait que là, on vient complètement de changer le projet parce que là, un dôme, l'été, c'est pas là que l'argent peut. Tu peux pas louer un terrain, tu loues un petit peu, mais c'est pas là que les équipes vont le louer. Mais l'hiver, du soccer, du frisbee, du baseball, des ligues. Là, le monde, l'hiver, il faut que tu loues. Tu n'as pas d'autre option. Donc là, tu Écoute, venais à de. l'époque, je Excuse, me vas-y. rappelle de l'article, là, puis j'ai une mémoire des chiffres, là, tu vas t'en rendre compte, parce que tu me sors ça, puis c'est un article que j'ai vu il y a 7-8 ans. De mémoire, c'était 1 million au début comme Oui, investissement initial, puis un entretien de 80 000 par année à peu près, oui, ce que ça oui. coûtait. Je sais pas pourquoi je C'est me ça. rappelle de ça, là, mais c'était les chiffres que j'ai en Ben, c'est tête. parce que, écoute, un dôme, gang de fous. Même le maire Labonde avait dit, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Avez-vous, il avait dit plus à Michel parce qu'il connaissait plus que moi, là, mais qu'est-ce qui se passe, Michel? Euh, donc, oui, effectivement. Là, fait que, ça pour dire qu'on a amené, ça complexifiait le projet au niveau ingénierie, puis au niveau ville, puis tout ce qui venait avec, mais en même temps, euh, ça amenait de l'argent au moulin, ça amenait pour les garanties de banque, puis de tout ça. Là, donc, pour se faire une histoire courte, donc, là, tout ça pour dire que le projet du turf et du dôme arrive au Stade Canac. Donc, ça change évidemment notre vie. Là,
dans le cas de sport-études, mais dans le cas du développement du baseball mineur aussi. Là, les jeunes, l'hiver, peuvent faire des écoles de baseball. Les adultes peuvent faire de la balle molle. Nous, au sport-études, l'été, il y a des événements d'envergure au stade que tu ne peux pas faire parce qu'avant, le stade Canac il était utilisé seulement pour les capitales 4 mois par année. À peu près 300-400 heures. Maintenant, c'est 3000 heures par année. Hey, c'est x10, là. T'imagines-tu? Fait que la Ville, là-dedans, a embarqué. La Ville, pour faire une histoire courte, a cédé la gestion à une OSBL qu'on a créée, Complexe Baseball Victoria. Donc, c'est Complexe Baseball Victoria qui s'est reviré de bord pour dire, OK, on va aller chercher un nom du stade. Donc, en échange d'un certain montant, Stade Canac. Après ça, des contrats de plusieurs années. Fait qu'un contrat de location des capitales, L'historique du de Canac, de sport-études. ce que je comprenais, c'était un ancien Oui, parent du sport-études, je ne me oui, trompe pas. Hein? oui, oui. Gentil, qui est évidemment Jean Laberge, qui a son 3 cousins, il a amené la barre, puis Jean est le président. Mais tout ça pour dire que Jean, gentil personnage, puis il a toujours cru un peu il a toujours cru à la vertu d'un programme sport-études pour son propre enfant, mais pour la jeunesse aussi. Puis c'est un gars de baseball, Jean. Donc, il était content, il était fier de participer au premier gros projet d'infrastructure de baseball pendant plusieurs années, depuis plusieurs années. Donc Jean s'est ramassé à embarquer là-dedans, à croire au projet. Puis après ça, la Ville a continué à supporter ce projet-là aussi parce qu'ils mettait déjà de l'argent dans l'entretien du stade, du terrain. Ils ont continué avec certains montants, des contrats de bail de plusieurs années, là, comme je te dis, de ligue d'adultes, de soccer, de le sport-études, des académies et tout. Donc, le projet, ça a été très compliqué. Là, je vous en enlève quelques portions, mais bref, c'est un projet à ce jour unique, magnifique. C'est le plus beau centre d'entraînement de baseball à l'intérieur au Canada, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y en a d'autres dômes ailleurs, mais des dômes de baseball spécifiques, c'est le seul. Puis on est là présentement. Ah non, c'est un game changer. Là. Je pense que c'est assez fascinant de regarder ça aller. Écoute, il y en aurait vraiment beaucoup à dire. On vous a concocté déjà Oui, ce petit 25 minutes-là. Je pense oui. que ça va être correct, JP. Sérieusement, pour l'instant, le feeling est vraiment bon. Fait qu'on on va garder. On ne savait pas si ça allait être un test ou pas. Je te confirme, c'est pas un test. Ça va être OK, notre premier c'est bon. podcast. OK. Avoir su, non, c'est pas vrai. Non, je C'est pense mis que plus beau. C'est correct, c'est correct. l'authenticité, la simplicité, Oui, c'est ce qui compte en podcasting. Euh, Mettez des commentaires, sérieusement, sur YouTube. Mettez des commentaires sur Facebook. La diffusion, évidemment, ça va être disponible sur Spotify également. Faites connaître le podcast. Vous savez comment ça marche, le podcasting. Si vous aimez ce que vous avez entendu aujourd'hui, il va y avoir d'autres épisodes. Ça va être un par semaine. On va diffuser généralement le dimanche à 6 heures à chaque semaine. Mais évidemment, si au bout de 15-20 podcasts, il n'y a pas d'écoute, ça se peut que la motivation s'en aille. Mais notre but, c'est de ne pas monétiser ce podcast-là, première des choses. Donc, il n'y aura jamais de publicité. On veut mettre en valeur la région de Québec au travers du baseball. On veut mettre en valeur, évidemment, le programme de sport-études des canonniers. Une grosse idée derrière le podcast, c'est ça. On va vous parler également de baseball majeur. Inquiétez-vous pas. Toutes les choses croustillantes qu'on peut discuter sur les sujets. Là, on sort de la WBC. On voit les Québécois on peut être triste un peu, il n'y a pas de Québécois présentement dans les majeurs, mais en même temps, ce ne sera pas le même longtemps. Là. On sait qu'il y en a qui vont percer cet été. Fait qu'il y a vraiment des belles actualités de baseball à discuter. Mais j'espère que vous avez apprécié. Puis n'hésitez pas à partager, à faire connaître le podcast dans vos cercles. Le baseball, c'est une petite famille, c'est un petit cercle. Plus vous allez le faire connaître, plus vous allez avoir du contenu pour les prochaines semaines. j'aimerais rajouter, Yann, Oui. excuse avant que tu utilises le mot de la fin. Tu l'as dit en entrée de jeu, que tu viens de le répéter. Là, c'est sûr, on a parlé un petit peu de moi, là, mais ce n'est pas l'objectif ultime, c'est de parler du baseball régional, des tournois qu'il va y avoir, des joueurs qui vont performer sur la scène locale, provinciale, peu importe canadienne, les tournois, les associations. Faire venir aussi au podcast certains personnes dans le baseball de la région de Québec. Parler des capitales, puis parler aussi évidemment de certains histoires du baseball majeur. Mais on veut que ce soit un beau podcast, parler de notre région. Excellent. Et merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, salut!